Paprec, entreprise pionnière dans la diversité en entreprise, est le partenaire de cette saison de Navigante. Un partenaire qui, depuis toujours, a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est dans cette optique que l'entreprise est engagée auprès de la filière d'excellence qu'est le circuit Figaro-Beneteau. Elle est en effet partenaire titre de la Transat Paprec, exclusivement ouverte au duo mixte et qui a reçu le prix Or de meilleur supporter au service du sport féminin lors du Grand Prix du sport business 2025 de la solitaire du Figaro Paprec et du défi Paprec, marchepied vers ce circuit Figaro-Beneteau qui a formé les meilleurs, dont Johan Richaume, double vainqueur de la solitaire du Figaro Paprec, qui, de nouveau sous les couleurs de Paprec, repart pour une campagne de Vendée Globe avec un IMOCA neuf en 2027 et un objectif de victoire en 2028. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Sailors, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, un studio de production de contenu ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle a un message clair, briser les barrières et inspirer les futures générations. D'ailleurs, le nom de son projet, c'est ce qu'on comprend. Empower Her. L'idée de faire bouger les lignes, ça lui plaît bien. Naviguer, c'est sa passion. Et elle a mis toute son énergie pour arriver à devenir skipper professionnel. Elle l'écrit sur la page de son site, Née avec la mer dans le sang. Ça a commencé en Irlande, à Greystones, au bord de la mer d'Irlande, au sud de Dublin plus précisément. Elle détient d'ailleurs le record de vitesse autour de l'île en Figaro 3, officialisé en novembre 2020 avec Catherine Hunt. Nouveau chrono, allez, notez bien, 3 jours, 19h, 41 minutes et 39 secondes. Et puis, il y a eu des déménagements en Australie, où la course au large va la happer. Puis, avec un yachtmaster en poche, à Palma, la Méditerranée, elle connaît bien. Et en Bretagne, parce que c'est quand même là que ça se passe, quand on veut faire de l'océan son terrain de jeu, sa vie. Elle a terminé la Transat Café L'Or en 18e position à bord du classe 40 DFDS en duo avec le Californien Jay Thompson. Et le but maintenant, c'est de continuer à forger son expérience en solo pour, vous l'aurez deviné, la route du Rhum cette année. Pam Lee, est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Pamela. Bonjour, merci pour cette belle introduction. On va dire Pam, c'est comme ça que les gens t'appellent? Ouais, c'est Pam, Pammy. En Australie, c'est Pammy et sinon, c'est Pam. OK, Pammy, c'est pas mal aussi. Déjà, bonne année puisqu'on est en janvier, donc encore le moment de te souhaiter une belle année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour cette année 2026, même si on se doute un petit peu, de ce à quoi ça pourrait ressembler le meilleur? Oh, déjà pour moi, c'est clair en fait. J'ai le grand objectif de faire mon premier route du Rhum cette année. Donc, je pense que je peux juste dire, ça, c'est l'objectif l'objectif de 2026. Évidemment, c'est ce qu'on te souhaite, hein, évidemment, d'être au départ, d'être à Saint-Malo et puis de pouvoir vivre cette grande aventure. On va en reparler. Tu nous décris un petit peu, où tu es en ce moment? C'est quoi ton actualité? Il se passe quoi l'hiver pour toi? Je suis à Lorient. Je viens de 2 semaines de vacances, de repos parce que, comme, tu avais dit, j'ai fini la Transat Café L'Or et presque directement après, on a fait le convoyage retour
qui était quand même un peu compliqué avec cette météo en Nord-Atlantique qu'on a eu. Donc, j'ai eu une petite semaine à Lorient, nettoyer le bateau, mis en mode l'hiver pour 2 semaines. Après, je rentre en Irlande chez mes parents pour le voir et carrément pour aller autour de la course, l'expérience d'être tranquille un peu, voir mes nièces et mes nephews et mes frères, voir des amis. Et après, j'ai passé une semaine en mountain en apprendre du ski. C'est vraiment un niveau d'activité, je ne sais pas pourquoi, mais carrément, il faut que je suis toujours sur des objectifs compliqués, difficiles. Pourquoi je ne peux pas poser sur la plage, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, à Lorient maintenant, et c'est lundi aujourd'hui. Donc, je prends fondamentalement dedans l'organisation pour l'année. Donc, c'est-à-dire pas mal de chantiers sur la classe 40, sur le bateau qui fait une année bien chargée avec tous les courses du championnat classe 40. On a eu beaucoup de conditions musclées déjà. Et après 2 transats, donc carrément, il y a du travail à faire. Et en même temps, beaucoup de travail autour de sponsoring et cette coûte de la projet. Parce on cherche toujours un peu de budget pour vraiment faire le mieux possible cette l'année de Route du Rhum. Voilà. Comment est-ce que tu te sens, d'ailleurs, dans ce côté, businesswoman, aller chercher des sponsors? Est-ce que c'est un exercice, dans lequel tu te sens, à l'aise? C'est une bonne question ça, je pense que je sais pas si c'est jamais à l'aise parce que, carrément, je me dis: «C'est toujours compliqué» parce qu'il faut avoir, hem, une 2 chapeaux, en fait et c'est quelque chose que je me fais suivant et je demande souvent avoir le 2 chapeaux, et moi je me dis: «J'ai le chapeau skipper, et le chapeau CEO». Mmh, bien sûr. Et dans cette domaine CEO, c'est vraiment le gérer, du projet et cherche le sponsoring. Après, j'ai fait mes études, en basse dans la communication et marketing et des choses comme ça. Donc je je pense que ça m'a donné une bonne base de parler autour de le concept du sponsoring, le concept de communication, ça qu'on avant les sponsors. Donc, je suis plutôt confortable autour de ça et j'aime bien vraiment cette côté créatif de créer un concept autour d'un projet, et créer des choses uniques et intéressantes avec mes sponsors. Donc ça arrive assez naturellement. Après, le code business, ça c'est toujours, j'ai fait à peu près des études en business en fait, donc ça c'est un peu nouveau pour moi. Mais je viens d'une famille qui sont plutôt autour de les entrepreneurs et tout ça, donc au pire, je peux un peu parler autour de ça avec mon père et mes frères. Et en même temps, j'ai de chance que, en fait, le projet Empower et mon boîte Ripple Racing. J'ai créé ça avec une amie, une pote, Maxime Grimard, on a créé ça ensemble. Donc, j'ai aussi quelqu'un qui travaillait avec moi autour de cette code business et sponsoring et tu peux imaginer que ça, c'est hyper important, surtout quand tu es étranger en France. Juste les choses simples autour de l'accounting et budgeting, quoi. Et créer la boîte, la SAS et tout ça. Donc, je suis pas toute seule. Mais ouais, je pense, le plus compliqué, c'est comment tu gérais ton temps. Parce que carrément, je voudrais être 100% sur le bateau, sur le mode skipper, sur le mode sportif professionnel. Mais je comprends bien que c'est très important d'être, avoir des têtes sur l'autre chose et pour les sponsors. Mes sponsors, de toute façon, c'est vraiment une connection personnelle. Donc ça, carrément, ça prend du temps aussi. Comment est-ce que tu vends ton projet quand tu es, devant un sponsor, potentiel?
Mmh. Comment Ça est-ce dép que tu bah, te vends, toi? Parce que c'est difficile, hein, de se vendre ouais, ou de et toi, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce que tu leur dis? ouais, bah, c'est une bonne question et je pense vraiment ça dépend de la sponsor parce que comme j'avais dit, pour moi, c'est très, très, très important et ça vient assez naturellement que j'ai essayé et créé des choses uniques pour chaque sponsor. Donc, ça dépend un peu. Mais avec DFDS, ça arrivait assez naturellement parce que carrément, il y a l'histoire de les femmes et la place de les femmes dans le monde, dans le leadership, dans le sport. Et donc c'est hyper naturel pour moi carrément parce que je suis une femme dans ce milieu. Et pour moi, c'est vraiment un pas suivant autour de les femmes dans la voile. Mais pour moi, je pense vraiment que c'est plus grand que ça, en fait. Avec le voile, ça c'est mon exemple et ça c'est mon métier. Mais c'est très important la représentation et tout ça. Et pour moi, ça donnait les idées, les inspirations, créer l'histoire pour les femmes autour de la sport, l'extérieur de la sport, en fait, dans le monde plus grand, dans le monde du business et tout ça. Et DFDS, ils étaient vraiment engagés sur monter le niveau de femmes qui est intéressant de prendre de travail en mer dans le monde maritime. Donc, ça crée assez naturellement autour de ça parce que donc je sais pas si j'ai j'ai Si, dit si, ça, si, si, mais bien sûr, ouais, c'est très clair. ouais, ouais, donc ça vient vraiment de Du cœur, c'est de tes ouais, tripes. de cœur, exactement. C'est pas comme j'ai créé quelque chose que et je dois vendre, en fait. C'est naturellement, je suis 100% derrière les choses que je dis. Je suis 100% derrière le concept et pour moi, c'est évident, en fait, qu'on peut utiliser la sport, les femmes dans le sport pour vraiment faire quelque chose pour changer société, en fait, pour être une partie de la progrès. Même si c'est la voile ou des autres sports, on a bien vu pendant les Olympiques en Paris, quoi. Mmh. J'ai eu l'impression que j'ai vu beaucoup plus de sports de femmes que les hommes pendant les. Je sais pas, peut-être c'est mon algorithme qui m'a donné ça, mais. Et sur l'autre côte, on a d'autres petits sponsors qui est intéressant aussi sur l'idée de green energy et sustainable energy. Et pour moi aussi, c'est simple à parler autour de ça parce que pour moi, les deux choses qui sont très, très importantes pour l'instant, dans Dans la notre vie en moment, général, ouais. Mmh. ouais, c'est la energy sustainable et la equality, en fait. Donc, je pense les deux progressent main à main, hand in hand. Et donc, franchement, ça vient assez naturellement de vendre Bah, cet concept parce que, ouais, hein, je suis, je suis, parce que bah, c'est comme je toi, dis, en fait, parce que ça te exactement. ressemble et parce que c'est toi. Ouais, si je peux faire quelque chose avec mes projets pour être une de les joueurs pour la progression, c'est chouette, quoi. C'est cool. Apporter sa pierre à l'édifice pour que l'édifice, change un petit peu et se construise. Ouais. Évidemment, Pam, on va revenir dessus, mais, bah, avant, on va dérouler le film à l'envers et on va revenir, au tout début parce que, on l'a dit, tu t'es donné, corps et âme et tu as déployé toute ton énergie pour devenir, skipper professionnel et de faire, de ce rêve, une réalité, aujourd'hui. Alors, on le disait dans l'introduction, la voile, ça commence, très jeune, d'abord, en famille, notamment avec papa, sur, des petits dériveurs et ça se passe sur des lacs en Irlande, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, exactement ça, la voile, c'est la grande passion de mon père. Vous êtes beaucoup de frères et sœurs? Tu dis: «J'ai retrouvé mes J'ai frères». 2 frères et une sœur. Donc OK. on est 4, ouais. Hem et voilà, depuis toujours mes parents, ils avaient rencontré,
à la voile, en fait. Ils a navigué ensemble, ils fait des courses ensemble. Donc déjà, ça commençait là. Et après, c'était tous les vacances qu'on a eues comme famille en Irlande, c'était avec le camping-car et les tentes. Une remorque complète avec des bateaux, les petites rivières, les kayaks, tous les jeux pour de l'eau, Tout quoi. ce qui peut aller Et, sur l'eau et et utiliser le vent. ouais, exactement. Et on a passé toutes notre vacances de l'été autour d'un lac en Irlande, au milieu de l'Irlande, à faire l'école de voile et bah, juste être libre, quoi. Euh, tout autour de ça dans les camping-cars. Donc, c'était vraiment le base de toutes mes vacances et tout notre temps en famille. Euh, Là, donc j'ai fait toute la course à la voile et après j'étais monitrice et après ça continue. Donc c'était vraiment, vraiment, tu sais, les petits rivières en boîte, les bateaux simples, rien trop compliqué, rien trop fancy, quoi. C'était un petit club de voile local, donc c'est vraiment une passion de mon père, quoi. Et après, quand on était intéressant, on commence à faire des régates aussi. Donc, à ce moment-là, mes parents, j'ai la chance que mes parents ont mis un peu plus l'argent et j'ai eu mon bateau de course pour faire les championnats européens, les championnats mondiaux et tout ça aussi pendant l'été. Donc, c'était vraiment, vraiment, oui, c'est la vie familier. Et mon père, maintenant, il a toujours navigué tous les mercredis, tous les samedis sur le même type de bateau qu'il avait fait depuis il a 18 ans, quoi. Donc, il est toujours hyper passionné pour ça. Et c'est le même avec mes frères. Ils naviguent toujours juste comme amateur, pour la passion, pour le bonheur d'être en mer. Euh, et ben voilà. Ça ressemble à quoi de et ça apprend quoi, quand on apprend à naviguer sur les lacs et puis après, à naviguer, autour de l'Irlande? Ça forge quel genre de personnalité en termes de navigateur, navigatrice? Je pense vraiment en basse, c'était toujours quand on a navigué, avec mon père, c'était toujours pour prendre plaisir, OK. pour nous amuser bien, d'être en nature, jouer sur les bateaux, faire du capsize, de jouer autour du capsize. Donc c'était vraiment le but du jeu, c'était prendre plaisir d'être en mer et le challenge de comprendre comment le bateau marche et tout ça, mais aussi passer des bons moments avec tes amis et ta famille. Donc, je pense c'était vraiment la base. Et après, tu peux imaginer en Irlande, le scenery, le scénique, c'est incroyable. Donc, le scenery que tu navigues quand tu es dans un lac au milieu de l'Irlande, c'est un peu sauvage autour de toi, donc c'est hyper joli. Et c'était exactement la même quand on a fait la tour d'Irlande. L'objectif, c'était vraiment de faire cette challenge pour moi-même, pour nous-mêmes, moi et Kat, pour donner nous une challenge, quelque chose qu'on peut dire qu'on a fait. Euh, et prendre le grand plaisir de faire un tour d'Irlande, quoi. Tu vois la côte ouest là, euh, il y a des endroits que tu peux jamais voir sauf que tu es en bateau. C'est hyper sauvage et c'est hyper beau, c'est incroyable. Et après, on a fait une belle tour d'Irlande et on a battu le record du monde, mais c'était pas le, L'objectif, c'était pas ça. ouais, c'était pas Mmh. le seul objectif en fait. Parce qu'on a dit, ouais, ok, peut-être ça peut être chouette si ça passe, mais on sait que on veut la faire pour nous, quoi. Donc, je pense que ça, c'est la, le base que j'ai Des récupéré de choses mon père. qui sont en toi et qui font la navigatrice que tu es encore aujourd'hui. Oui, Tam, il exactement. y a l'Irlande, on en a parlé et puis il va y avoir, un déménagement en Australie, Mhm. rien à voir, hein, donc. Heu
Et là, c'est en 2012, hein, c'est ça que la famille, déménage en Australie? C'était pas la famille, en fait. Ah OK. Ouais, c'était que moi. Ah d'accord, Mais que oui, toi, d'accord. oui, mes parents et mes frères, ils sont toujours en Irlande. En fait, c'était mon petit frère, il a déjà habité en Australie. Donc, j'avais fini mes études à Londres autour Au de, Design en fait, Museum de London? exactement, dans les arts. Ouais. Et 2 choses intéressantes, après mes études, j'étais invitée par quelques amis de faire un convoyage transatlantique, sur un bateau, cruising, une Oyster et je l'ai fait et c'était la première fois que j'ai vraiment eu l'expérience d'être, au large, en mer, au milieu de mer, rien d'autre, quoi et j'ai adoré. Je peux toujours, rappeler que les moments, profonds de profond bonheur d'être juste là, au milieu de mer, 100% au large. Directement après, ma famille, on a allé en Australie pour visiter Ton frère? mon petit frère, exactement. Donc, après les vacances avec la famille, j'étais en Australie. J'avais fini mes études et j'avais aucune autre piste vraiment. Donc, je me dis, pourquoi pas voir si je peux trouver un taf en Australie, que je suis là. Et j'ai eu des amis et des contacts à Sydney qui m'a trouvé un taf. Donc, j'ai déménagé à Sydney, j'ai commencé la vie là-bas. Et vraiment, j'avais toujours cette moment de découvrir de la course au large et j'avais d'envie de continuer à naviguer. Mais le vie en Sydney, je me dis, ben, je ne peux pas acheter un bateau, même si c'est un laser, c'est cher. Mmh. Après, il faut trouver un endroit sur Sydney Harbour pour garer le bateau, donc ça devient compliqué. Et, mais j'ai dit, ben, en fait, il y a cette course de Sydney de Hobart. La fameuse cette, Sydney Hobart, cette, bien sûr, qui vient cette de se petite terminer. course, je me Ouais. dis, ça a l'air cool, ça a l'air chouette. On fait un petit clin d'œil à Alexis Loison, d'ailleurs, au Yeah, passage. ouais, trop bien. Euh, donc, je me dis, imagine que peut-être une journée, je peux la faire, la Sydney Hobart, c'est au large. Et pour moi, en Irlande, on n'a pas encore de l'histoire autour de course au large. C'est pas très ouvert. À ce moment-là, je ne connais pas le Figaro et tout ça, mais on, euh, on a un petit peu de l'histoire avec le Volvo Ocean Race et le Avec Ocean Damien Foxhall, notamment. exactement, Mmh. avec Damian et Harold Cudmore Oui, de bien sûr. l'époque. Et voilà. Donc, j'ai eu dans ma tête des images de la course au large dans la mer Sud et ça m'a fait rêve carrément. Donc, j'ai dit, ben, peut-être je peux essayer de trouver un bateau pour faire une Sydney de Hobart. Voilà. Donc, j'ai commencé à marcher sur les pontoons. Et aller de, toquer aux portes et en disant: «S'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait une petite place pour moi?» exactement ça, à la CYC en Sydney, parce que si je veux pas acheter un bateau moi-même, peut-être je peux naviguer sur des autres, quoi. Donc, j'ai commencé comme ça et petit à petit, j'ai rencontré les gens et il y a un moment donné que j'ai rencontré deux frères qui a eu une Beneteau First 40 et ils ont une belle équipe hyper performante, amateur, mais performante. Et ils m'ont dit, OK, bon, elle est chaud, donc elle est là. Elle est Elle, motivée, elle est là. elle est motivée. Euh, Tu peux déjà naviguer en dérivaire, donc tu sais la base du naviguer. Et le plus important, le dérivaire que j'avais fait en Irlande, ils ont eu des spinnakers symétriques. Ah OK, donc là, tu Donc, savais. Oui. déjà, j'ai compris bien le concept de spinnaker symétrique. Donc, j'ai dit, OK, on peut essayer comme number one pour faire des postes. C'était vraiment comme ça que j'ai commencé. Et j'ai passé 3 ans, 3 années à faire toutes les saisons de Blue Water Point Score et les Sydney Hobart. Donc 3 Euh, Sydney Hobart quand même, hein? ouais, avec cette équipe et une autre équipe
qui était vraiment connu aussi. On a 2 bateaux et on change entre les 2 bateaux. C'était une moitié de l'équipe était des femmes aussi, qui étaient très bien et c'était là, petit à petit, je commence à apprendre comment ça marche la course au large et ça me donne vraiment de feu pour ça et je me trouve ça m'a tiré beaucoup plus que les petites courses autour de la petite course en triangle, en dérivaire. Carrément, c'est toujours intéressant à faire, mais c'était vraiment le challenge, l'adventure, d'être dans la mer, qui m'attirait. Donc c'était vraiment là que ça que ça C'est commençait. vraiment en Australie que le virus a été, inoculé. Quand Ouais. même, à quel mo est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, puisqu'on rappelle, hein, tu avais fait des études d'art, à Londres, c'est pas rien. À quel moment tu te dis, «En fait, j'ai envie que ça devienne mon métier»? Hem, Bonne question. Est-ce que c'est en Bah, Australie? Est-ce que c'est quand tu vas déménager à Palma? C'est à quel moment que ça se passe et oui, pourquoi? c'était ch c'est a après, c'était petit à petit, j'ai habité en Australie là et j'ai eu un boulot, très chouette, autour d'être manager d'une galerie d'art là-bas à Sydney. Ça m'appelait beaucoup, mais plus en plus, j'ai passé tous mes week-ends, sur les bateaux, à faire des courses, et tout ça. J'étais plus en plus, dans cette zone. Et après quelques années, j'ai eu des questions autour de les visas et en même temps, j'avais d'envie bah, je me sens, un peu pas fini avec des arts, mais j'ai cherché quelque chose de plus et c'était difficile à trouver la prochaine étape avec des arts parce que le question autour de mon visa, ça a compliqué des choses et en même temps, je me dis: «Je voudrais bien voyager un peu», mais on doit avoir l'argent pour voyager donc peut-être, si je fais mon yacht master, peut-être et en même temps, je voudrais naviguer plus encore. Ah. Donc je me dis: «Peut-être c'est le bon moment de prendre, une pause et essayer voyager et naviguer, ensemble. Comme ça, je peux, gagner ma vie au même temps que je voyageais, au même temps que je naviguais». Donc c'était vraiment cet concept-là que je vais partir pour une petit changement. Mais après, ça arrive pas comme ça parce que, j'ai fait mon yacht master. Je commence comme une freelance, à Mallorca. Je fais équipier des courses, des convoyages et après, j'ai passé presque 4 ans à travailler pour une propriétaire, anglais qui a beaucoup de bateaux au niveau de croisières et des courses. Donc, après 4 ans, j'étais vraiment, sur la piste de skipper, navigatrice professionnelle et ouais. Là. Donc c'était pas l'objectif au début, mais je pense parce que j'ai jamais envisagé que ça peut être Mmh. une option, en fait. Je pense que si tu avais me dit, bah, OK, option d'être navigatrice professionnelle ou option de rester, sur les galeries, je vais dire toujours, navigatrice professionnelle, mais à ce moment-là, je pense que j'ai pas vu la piste, pour la suivre. Donc j'ai jamais pensé, que ça pu être Ça s'est une fait un peu naturellement, en fait, oui, au fil exactement, oui. des envies, des rencontres et de ta passion qui a grandi. Est-ce que malgré Oui. tout, parce que tu dis, hein, c'est pas non plus, toujours évident. Est-ce qu'il y a des moments où, tu as douté, où tu t'es posé beaucoup de questions ou est-ce que ça a été toujours une évidence? Des fois, j'ai toujours posé des questions. Hem, mais no way, je pense qu'il y a un grand moment, de uncertainty et décision. Après, les 4 ans que j'ai fait, entre la Méditerranée et les Caraïbes, fait le transat, chaque fois, saison Caraïbes, saison Méditerranée. Hem, Après les 4 ans, je commence d'être,
un peu, je sais pas, frustrée. Frustrée, voilà, parce que c'était tout le Mmh. temps les mêmes, tout le temps le même poste, tout le temps la même chose qu'on te demandait, quoi. Exactement, tout le temps le même et j'ai fait pas mal de courses et un peu de courses au large et j'avais vraiment d'envie à faire plus et grandir mon expérience et mon niveau, mais j'ai trouvé avec les équipes, IRC quand tu as 15 sur le bateau, la plupart de le temps, j'étais le seul, femme et pour la plupart du temps, j'ai 1-2 postes, piano, pit, piano, au number 1, number 2, mais j'ai pas c'était difficile à voir comment je peux gagner l'expérience comme tactician, comme navigateur, comme barreur, comme trimmer, donc voilà, donc ça commence à me frustrer un peu, donc il y a un moment donné que j'ai quitté de travail, pour cette propriétaire. Hem, j'ai rentre en Irlande, pas très sûre de la prochaine piste, la prochaine, étape et en même temps, heu, on a eu Covid. Oui, ouais. Donc voilà, c'était un peu un moment, où oh wow! Comment ça arrive que je suis chez mes parents en Irlande, un peu stuck quoi avec Covid, qu'est-ce qui se Et puis passe sans ici? savoir ce que je vais faire, après. Ouais, exactement, donc j'ai vraiment eu des des questions, des grandes questions autour de mon vie, mes choix et tout ça. Mais il y a un moment donné que j'ai eu une opportunité incroyable De venir faire du de Figaro en double, en exactement France. ça, en Ouais. double. Parce que à ce moment-là, il il y a un idée que peut-être il va être un classement, double-handed mixed offshore pour les Jeux Les olympiques. J ouais, ouais, les jeux, ouais, bien sûr. Ouais, les JO. Ça n'est jamais arrivé, mais le concept était là. Donc, il y a des gens qui étaient chauds pour essayer de faire une équipe irlandaise. Euh, Premièrement, c'était Joan Malloy qui était la femme invitée, mais plus de chance pour moi, elle a commencé sa famille en même temps. Ah OK. Donc, elle était enceinte. Donc, le poste était ouvert et moi, j'étais dispo. Rien d'autre à faire. Donc, c'était avec ça que j'arrive en France. Et c'était vraiment la première fois que j'ai vu la monde professionnel de course au large en France. Et je me dis, mais en fait, C'est là qu'il faut que je vienne. ah, oui, exactement. Et surtout parce qu'il y a des bateaux et les équipes incroyables, carrément. Mais aussi, c'est en France, c'est vraiment différent de l'ambiance parce que en fait, tu ne travailles pas pour un propriétaire, heu, pour une mec, qui décide de tout. En fait, c'est beaucoup plus comme les sports, professionnels comme, rugby, et tous les autres quand il y a des vraies équipes, et aussi c'est de l'histoire de double et solo et bah, même en équipage, on est presque maximum 4 quoi. Mmh. Et ça me dit: s'il y a pas beaucoup de gens sur le bateau, c'est-à-dire que» On peut tester plus de choses, on peut avoir de l'expérience, ouais. exactement, exactement. Donc c'était vraiment là que j'ai commencé, à réfléchir sur la possibilité de suivre cette piste, en France, quoi. Je fais juste une toute petite parenthèse, on va évidemment continuer l'histoire. Ça fait 30 minutes qu'on est en train d'échanger, Pam. Avant qu'on commence, le podcast, tu m'as dit: «J'espère que mon niveau de français sera suffisant». Alors oui, je te le dis tout de suite, ton niveau de français est absolument suffisant et très parfait. On fait une petite parenthèse, tu l'as appris où le français? Alors on se doute bien que depuis que tu es en France, tu parles beaucoup français depuis 2019, mais avant? Bah, merci pour me dire parce que c'est toujours un truc que je suis, un peu, self-conscious autour de ça. Mais vraiment, quand j'ai arrivé en France que j'ai eu que le niveau français à l'école de l'école. En D'accord. fait, j'ai fait à l'école, jusqu'à la bac, bah, notre bac et après, j'ai utilisé pas presque pas jamais pendant 10 ans. Donc quand j'ai arrivé en France, c'était vraiment niveau bas, niveau basse.
Mais quand j'avais 14 ans, j'ai passé 3 mois en France, au lycée. Donc OK. je pense que ça m'a donné, l'oreille, en fait. L'habitude d'entendre le rythme, ouais, L'habitude l'oreille. Mmh. en peu plus que peut-être, des autres et aussi, j'aime bien parler français. Je trouve intéressant, mais franchement, si tu m'as parlé, il y a même 2 ans, c'est pas du tout le même niveau. J'ai vraiment appris, beaucoup ici en France et surtout, j'ai vraiment d'essayer naviguer et travailler avec les équipes français. Donc je me plongeais dedans et c'est ça, hein. Bah, ouais, ça C'est ça a bien marché en tout cas, hein. Justement, quand tu arrives et que alors tu dis tu as évidemment tu as ton excellent niveau de navigatrice, mais qui a envie d'essayer plein d'autres postes et d'autres choses et qui a Ouais. envie de faire progresser son expérience. Tu as ton niveau de français d'école, comme tu dis. Est-ce que tu te sens, malgré tout, assez vite à l'aise d'être ici? Parce que c'est un choix. Comment tu es accueillie? Comment tu te sens en fait pour faire ta place d'une femme irlandaise, qui arrive dans un milieu qu'elle connaît pas forcément très, très bien? Ouais, non, c'était certainement pas facile et c'est toujours pas, facile parce qu'on sait bien qu'avec le voile et dans le monde de voile, c'est vraiment des connections. Les connections, humaines sont très importants, hem pour travailler, pour trouver le poste de travailler, pour d'être, choisi, pour une équipe, pour avoir les opportunités. C'est vraiment une chose de networking, des connections et tout ça. Donc je peux, dire que j'ai essayé vraiment, d'essayer quoi. Chaque fois, j'ai vraiment essayé au minimum commence par les français et vraiment, avoir de respect que je suis en France. Je suis là, je viens en France, donc il faut que j'ai essayé au minimum de parler français et apprendre. J'ai jamais eu l'expectation de quelqu'un me parler en anglais. OK. Oui, carrément, ça arrive, mais j'ai jamais arrivé et dit: «Bah, OK, moi je parle anglais, donc on doit la faire en anglais». Donc au début, c'était vraiment, vraiment compliqué, parce que tu peux être les debriefs, les briefings, les debriefings après l'entraînement, tout le monde est en train de parler en français et en fait, tu comprends rien. Tu dis: «En fait, c'est une galère parce que, j'imagine toutes les choses que je peux, apprendre si j'ai compris qu'est-ce que les gens Eh, attirent». on dit ouais. Donc au début, c'est vraiment frustrant et surtout, autour de quand j'ai commencé à travailler avec les équipes français, tu passes toute la journée en français, en train de prendre le nouveau bateau et après les soirs parce que, suivant vous êtes en place, parce que tu veux voyager avec le avec les courses et les soirs, ils sont toujours en train de parler français, normal, mais tu commences à être extrêmement fatigué. Bien sûr. Et même, tu dis, mais ils ne savaient pas, en fait, je ne peux pas être moi-même parce que je ne parle pas la langue au niveau naturellement, donc je ne peux pas faire les blagues. Je peux pas. Donc, c'est beaucoup plus compliqué à faire des connections. Mais je peux dire, grâce à certains gens qui m'ont donné l'opportunité, qui être patiente avec moi, qui m'a donné l'espace d'apprendre, que petit à petit, j'ai amélioré. Et maintenant, bah, toute l'année 24, je navigue avec Coesio, avec Aaron Larue et son équipe. Je pense que personne ne parlait en anglais toutes les saisons. Et c'était vraiment cool parce qu'en fait, ça me donne l'opportunité de vraiment améliorer. Et aussi maintenant, on fait tous les entraînements en métier en français et je comprends tout, c'est pas un problème. Et même, je me trouve que il y a des fois que je connais même pas le mot en anglais.
Parce que j'ai jamais fait Ocean 50 en anglais. J'ai jamais vraiment fait classe 40 en anglais. Il y a beaucoup de concepts météo que j'ai fait que en français. Donc, Donc ça ça vient commence. naturellement, en français. Tu dis, il y a des gens qui t'ont donné l'opportunité d'apprendre, d'être plus patient, Hmm. qui par exemple? Qui, t'a pris un peu, Ah, ben, c'est une longue liste. Euh, ben, en bas, au début, c'était plutôt les gens qui parlent anglais qui m'a donné l'opportunité pour être un peu dans le monde. Donc, carrément, on a eu Marcus Hutchinson, qui est ouais, irlandaise. C'était lui qui m'a donné la Figaro. Il m'a prêté la Figaro pour faire le tour d'Irlande. coach. Et, yeah. Donc, toujours là, et il est hyper bien de créer des connections et d'expliquer comment les choses marchent. Et aussi, Alan Roberts, il me prend comme préparatrice pour une de ses solitaires. Donc, ça m'a donné l'opportunité à passer beaucoup de temps avec les autres préparateurs, Mmh. surtout dans les bars après le partir de les skippers. Donc, je pense que ça m'aide beaucoup au début, comment se parler français plus Faire naturellement ta et place aussi. exactement. Ouais. Et après, euh, en classe 40, Yann Lipinski, il m'a pris sur quelques courses et qu'on voyage très, très tôt, quand je pense que j'ai pas trop parlé français au niveau Mmh. nécessaire. Donc ça c'est toujours chouette et je reste en contact avec lui. Et après, Sèvres Oaks, c'était le premier de Ocean 50 qui m'a pris comme préparatrice. Et comme j'ai dit, c'était un peu ça. La première fois que j'ai voyagé avec une équipe en français, la première fois que j'ai travaillé sur un Ocean 50. Donc, c'était lui, Seb et son beau captain JB qui. J'ai pu imaginer que ça a pris un peu de OK. Elle va arriver. Donc, il est là et aussi Armel Tripon, j'ai fait un voyage en double avec lui en Méditerranée sur son Ocean 50 et donc il était là toute seule avec moi. On doit trouver des choses à parler, un peu anglais, un peu français. Et après, des gens comme Sam Goodchild et Elodie Metro qui aident parce qu'ils sont dans le monde français, mais ils Ouais. parlent bien anglais. Donc, ça aide un peu, ouais, à avoir quelques familiarités. Donc, ouais, bah, il y a plein de gens. Je suis toujours, quand je réfléchis sur la liste de gens qui me donnaient les petites opportunités, qui étaient ouverts de me parler, d'essayer à comprendre qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je demande. C'est vraiment cool, en fait. Est-ce que, d'être une, femme, ça a été, un plus, un moins? Comment tu as ressenti ça, en arrivant ici? Hem, Puisque je rappelle quand même que tu es on a dit, hein, avec ton projet, il est quand même, engagé. Il y a quand même, une idée derrière, ouais, que tu es aussi, mentor, pour, depuis 2023 sur, dans le Magenta, Project, ouais. que tu as fait partie du projet, Cap pour elle aussi avec, Tiffaine Ragnaud. Ouais. Hem, c'est quand même quelque chose qui te tient à cœur, cette, Mmh. voilà, de mettre en avant, les femmes et de leur donner leur place de plus en plus dans ce monde-là. Est-ce que c'est parce que toi, tu as été confrontée à des expériences, pas terribles que tu veux faire changer les choses ou toi, ça t'a pas forcément touché? Hem, Bonne question. C'est sûr que ça m'a touchée. Je pense que c'est intéressant d'être, irlandaise et arriver en France parce que déjà le comparison entre d'être en France avec le système de course au large ici contre la système de course au large, dans les pays Anglo-saxon? anglo-saxons, on va dire, Ouais. hem, qui à l'époque que j'étais là, peut-être ça va changer un peu parce que franchement, je suis vraiment pas dedans, pour l'instant. Mais à l'époque là, c'était vraiment, un peu macho, vraiment pas de femmes et comme j'ai dit,
j'ai eu l'impression que je ne peux jamais avoir l'opportunité de, de prendre les postes plus engagés. Et après, quand j'ai arrivé en France et j'ai vu directement quelques exemples autour de moi de les femmes qui arrivent à faire des choses incroyables et jouer 100% contre les hommes. Ça m'a dit, OK, ouais, c'est très chouette ça. Je pense toujours que il y a toujours un complication là, comme on parle suivant, mais je pense que c'est pas que la voix là. En fait, c'est comme j'ai dit avant, c'est toute la vie. Il y a toujours quelque chose qui ça fait un peu plus compliqué pour la femme de temps en temps. Je peux dire le même d'être irlandaise en France et je pense c'est important de pas perdre la tête avec les gens qui a un souci qui n'aime pas, qui est moins ouvert de l'idée de prendre un étranger ou une femme. Et eux qui sont ouverts, bah, suivent la piste là. Et je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Carrément, il y a des gens que ça marche bien avec et des gens que ça marche moins bien. Après, c'est vrai que c'est un moment intéressant dans la voile d'être une femme parce que il y a des opportunités comme le caporal, comme Meilleur Concept et tout ça qui ouvert un peu. Mais je me dis, ils sont là parce qu'avant, il n'y en avait Il pas. y en avait pas. Ouais, bah oui. Donc, c'est pas comme c'est plus facile d'être une femme qu'un homme parce qu'il y a ces opportunités. En fait, à mon avis, c'est parce que ces opportunités ils étaient déjà là pour les hommes. Donc, c'est mieux que c'était avant, je crois, mais je pense qu'il y a toujours un peu de difficulté là-bas. Mais je pense aussi que les choses doivent changer petit à petit. Tu peux pas juste dire, OK, il n'y a pas une femme sur les équipes qui fait la Jules Verne. On doit mettre une femme là. Si tu n'as pas l'expérience, si Ouais. tu n'as pas les skills et tout ça, tu peux pas juste être là. Donc, ça vient petit à petit et je pense on voit plus en plus des femmes qui commencent d'avoir l'opportunité d'améliorer, gagner l'expérience et les skills. Et on voit plus en plus la recognition de les femmes qui sont déjà là. Et ça, c'est une bonne chose, mais ça prend c'est nécessaire de travailler ensemble pour ça parce que c'est de eux qui sont déjà à ce niveau-là, bah, mis d'être sur la table comme une option. Et des fois, ça a besoin des choses comme, pour l'exemple, le meilleur concept, donner un bateau à une femme pour faire des routes de Rome parce que c'était pas là. Donc, donner l'évidence que c'est possible. Au même temps, créer les opportunités pour plus en plus de femmes de gagner plus en plus d'expérience pour d'être plus en plus sur les listes d'équipiers possibles pour les équipes. Euh, donc, il y a plein de petites choses. Donc, c'est carrément un moment intéressant et très important d'être une femme dans la voile et dans la société, quoi, parce que les choses elles sont en train de changer, mais si on ne pousse pas, si on ne continuait pas, on n'est pas encore là, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des projets comme mon projet Empower, parce que c'est vraiment sur le zeitgeist, le moment, notre moment dans le monde, mais c'est aussi, je pense, un peu notre responsabilité de essayer de continuer le bon progrès. Est-ce que tu as, un ou des modèles, Pam? Des Ah. idoles, des modèles? Oui, bah, il y a plein et une de les choses les hommes et les hommes et les femmes, en Bien fait, sûr. mais et une de les choses incroyables d'être en France et que je trouve moi-même que, en fait, j'ai eu déjà les opportunités de naviguer et travailler avec
Tes idoles? ouais, exactement. C'est C'est génial! incroyable. Ouais, c'est trop bien. Hem, une, qui arrive vite dans ma tête, c'est Karine, Faulkner. Je pense que, bah, sa sa carrière était incroyable, elle est tellement chouette et je travaille avec elle autour de la météo et l'héritage et tout ça. Et elle m'a donné les conseils hyper intéressants autour de comment tu gérer moi-même sur le bateau et je pense que sa carrière, c'est, bah, on peut dire, il y a pas beaucoup de femmes, même des hommes qui a fait des choses qu'elle a fait. Donc carrément ça, bah, Elodie Metro, Justine Metro, les 2 avaient fait des choses incroyables aussi et j'ai eu la chance de naviguer avec, Elodie, sur le mode 70 et sur la Ocean 50 pour la le programme de Magenta et je connais Justine, on parlait autour de les choses avec le wing et et les choses comme ça, mais je pense, leur piste, c'est très intéressant, très cool et 2 pistes, très différentes, Justine et Elodie et donc à mon avis, ça donnait un bel exemple de comment tu peux être, professionnel haut niveau, mais avoir 2 pistes, vraiment, De bah, façon d'y du arriver différente et ouais, de mmh. exactement, tu vois? Justine, fait, Figaro et maintenant, Marca, voilà et après Elodie, elle avait fait plein de choses, beaucoup de support, beaucoup sur le multi, hem et ça, c'est cool. Je trouve toujours intéressant à voir qu'est-ce que les autres avaient fait et à quel moment tu dis, bah, oh, c'est cool qu'ils avaient fait ça, c'est intéressant. Comment ils avaient progressé par là. Oh, je ne savais pas qu'ils avaient fait mini à l'époque là et voir comment les autres arrivent d'améliorer et progresser et choisir le petit point intéressant que tu peux appliquer moi-même. Ouais, non, c'est très intéressant. Tu es, sortie comment de ta première transat, Café L'Or? Ça voulait dire quoi de la faire? Ça voulait dire quoi d'arriver? La première café lourd qui était juste la 1re Transat, Jacques Vabre. Alors 1re transat Jacques Vabre et puis on va parler de cette transat Café Le L'Or, 17 là, là. OK. Ça fait un peu de confusion avec le changement de nom, non? Oui, puisqu'il y avait Cap Pourelle, avec, Tiphaine, exactement. Ouais. Bah, la 1re avec le Caporal, avec Tiffin. Hem, pour moi, j'avais déjà à cet, moment-là le rêve de faire, la route de Rome. Depuis la dernière route de Rome, c'était dans ma tête, je voudrais, bah, un peu comme la Sydney Hobart, imaginer que je peux être sur la ligne de départ. Hem, donc 23, c'était vraiment mon première étape. OK, je dois essayer de lancer un projet, classe 40, avec l'objectif de apprendre, le maximum autour de régatier et de la course au large, mais au même temps autour d'être une skipper, au niveau de gérer le projet, le management et tout ça, et aussi commence à avoir quelque chose, ou créer des contacts avec des sponsors pour la suite. Donc c'était vraiment l'objectif de 23 et c'était pas du tout, facile, en 23, on a trouvé, un peu l'argent, vraiment au dernier moment. Donc c'était tout à l'arrache et aussi, la course en 23, c'est pas du tout facile. On a eu la la depart, le famous depart. Mmh, le Donc tu fameux. peux imaginer pour ton premier Ouais, transat. c'était musclé, on va dire. C'était musclé et aussi, mais carrément, on a été une équipe, Tiffany et moi, mais c'était tu sais, quand tu es le skipper, tu as géré le projet, je pense, j'étais vraiment conscieuse que j'étais aussi responsable pour le bateau, pour Tiffin, et aussi, pour l'histoire avec les sponsors. Donc j'ai senti que c'était vraiment mon opportunity de faire quelque chose. Donc tu as ça aussi, au même temps que cette,
météo un peu fou, quoi. Ouais, ça faisait beaucoup, quoi. Ouais. Et après, on a eu des soucis techniques. J'ai, j'ai eu un peu même l'histoire cette année autour de quand tu n'as pas beaucoup d'argent, il faut prendre les décisions difficiles autour de les choses techniques, surtout aux questions de les voiles. Donc, j'ai eu pas beaucoup d'options. Je ne pouvais pas acheter les nouveaux voiles. Donc, je savais qu'en partir avec les voiles bien Usé. utilisées, Mmh. pas idéal et malheureusement, on a cassé notre conspi juste après les Canaries. Donc, mentalement, c'était hyper dur. Parce que carrément, tu as envie d'être performante. Mais en même temps, je savais vraiment que c'était pas on n'était pas là pour gagner le Transaction Verb cette fois. On était là pour gagner l'expérience maximum. De faire de belles choses pour nous, mais aussi de faire des choses bien pour les sponsors qui arrivaient à le dernier moment et mis leur confiance à nous et aussi pour l'organisation du Transat Jacques Vabre qui avait nous donné cette opportunité de faire la course aussi. Donc, après la course, j'ai réfléchi et j'ai dit, bah, bon, je me fais sentir que je suis sur dans une meilleure position de continuer à parler avec les sponsors pour la suite. C'est sûr que j'ai gagné beaucoup d'expérience au large, Ouais. course au large. Et c'est sûr que j'ai gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience autour de être une skipper comme project manager et gérer l'équipe, gérer toutes les différentes choses. Il y a beaucoup de choses que je peux certainement faire mieux euh, pour moi-même et pour mon coéquipier et tout ça. Et je pense que tout ça, c'est très, très, très important parce qu'en fait, quand tu commences d'être une skipper de ton propre projet, il y a beaucoup de choses à gérer et tout ça, je pense que ça m'aide beaucoup, beaucoup pour l'année dernière, en fait. J'ai essayé d'appliquer des choses que j'ai appris avant toi. Mentalement, tu es, forte comment, Pam? Est-ce que tu te laisses, abattre, facilement? Est-ce que tu rebondis, vite? Tu as quel genre de personnalité, de caractère à ce sujet? Mhm. Je pense que je suis très stubborn. On a dit stubborn. Bornée. Bon, yeah, et ça vient de mon père. Donc, c'est sûr que j'ai ça, plutôt avec moi-même que contre des autres, je pense et très compétitif moi-même. Donc, je pense que oui, je pense que j'ai une certaine résilience. Mmh. Ça vient je sais pas quoi, mais peut-être, d'avoir pris beaucoup de pistes différentes et navigué avec beaucoup des équipes différentes, des supports différentes et aussi d'être dans les positions un peu compliquées avant avec, d'être la seule femme sur une équipe, et essayer de garder la rêve que tu peux faire mieux, en fait. Donc je pense que j'ai une certaine résilience et je pense que mentalement, je suis plutôt beaucoup plus sur la côte optimistique et peut-être, c'est mon côté créatif. Oui, c'est ce que Heu, j'allais te demander, exactement. Vas-y. mon côté créatif, je vite arrive à dire: «Mais si jamais, imaginez, si je peux» et j'ai toujours, ces petits idées, dans ma tête qui flottent, mais peut-être, mais si jamais, si je continuais, donc je pense que c'est cette côté créatif qui m'a donné l'ability de voir des possibilités et une fois que je vois les possibilités, c'est difficile à oublier. Eh ben, oui, parce qu'il y a le côté donc stubborn, têtu quoi, forcément. Donc quand il faut y aller, il faut y aller. Et quand il faut Ouais. y aller en 2026, ça veut dire aller à Saint-Malo, à la fin de l'année pour, disputer la première route du Rhum. Mmh. Quand on est, irlandaise, c'est quoi la route du Rhum?
Bah, déjà, je serais la première Des œufs, ouais. Mmh. Irlandaise de la faire. Mmh. Donc ça, c'est déjà très, très chouette, c'est très cool et mais ça m'a dire d'être irlandaise, ça me donne, un peu de responsibility ou de obligation d'essayer de communiquer en Irlande. Qu'est-ce qu'il y a la route de Rome, en fait, parce que c'est pas très connu en Irlande. Qu'est-ce qu'il y a cette route de Rome? Qu'est-ce qu'il y a cette Pourquoi liste? il est mythique? Ouais. Ouais, c'est cette course, la course au large et même autour de les sponsors, DFDS, c'est leur première fois. Je porte les nouveaux sponsors pour la course au large. C'est pas comme j'ai des sponsors qui étaient déjà dedans. Donc, ça m'a donné l'opportunité et l'obligation un peu de dire pourquoi c'est un grand défi. C'est quoi les choses intéressantes de la route de Rome? Et explique comment ça marche et comment ça donne. Et même dit, ben, en fait, le village à Saint-Malo, c'est incroyable. Il y a 15 jours, il y a 1 million de monde qui passe. C'est une chose et bah, c'est une chose incroyable et d'être irlandais, j'essaie, explique ça et on porte ça et créer des fans de voir les courses au large en Irlande pour, pour, heu, pour ça, pour la route de Rome et aussi, hem, je me sens, autour de d'être une femme irlandaise. Pour les jeunes filles en Irlande, je me trouve que il y a beaucoup moins des filles en Irlande qui font les sports, eau mer. Si c'est la voile, ou même le kite, le surf et tout ça, contre le niveau de femmes qui fait en France, en fait. Mmh mh. Et je me dis et je me trouve importante de partager mon histoire. Comme ça, j'espère que les jeunes filles peuvent avoir l'idée, ou peut-être je peux essayer faire la voile, ou peut-être je peux essayer, je sais pas, faire du kite, du surf, mais juste ouvrir un peu les concepts des sports et les choses que tu peux la faire. Parce que si tu vois moi, par exemple, s'ils me voient dans une magazine Irlande et disent quoi? Elle fait quoi? Elle fait un course, elle traverse l'Atlantique toute seule sur un bateau incroyable comme ça, du. Et si tu vois, c'était quelque chose que tu jamais as pensé avant, tu peux voir comment ça. Moi, je pense que ça peut ouvrir un peu l'imagination et les idées et qu'est-ce que ça peut être possible à l'extérieur d'Irlande, peut-être, dans le monde. Voilà. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais. Tu as parfaitement bien expliqué. C'est là-dessus qu'on va clore ce podcast parce que je trouve qu'il y a un peu, il y a un peu tout de résumé dans cette réponse-là et puis, bien sûr, on imagine bien qu'il y a ton envie, folle d'aller, voilà, toute seule sur ton Classe 40, Mmh. traverser l'Atlantique pour faire cette, course mythique. Tu t'imagines déjà au matin du départ? Mmh, yes. Ouais. J'ai j'ai essayé, ouais, je pense, surtout, c'est un peu comme j'ai dit, mon côté peut-être créatif, peut-être, un peu, trop optimistique, je sais pas, imaginatif, mais depuis, je pense depuis la dernière route de Rome, je commence à imaginer, d'être là, avec mon bateau, avec mon équipe, sur la ligne de départ. J'imaginais, mais ma famille sont de mes plus grandes, soutiens. Donc j'imagine ils sont là, avec mon petit-niece qui est hyper chouette et tout ça et j'imagine ça et j'imagine aussi qu'est-ce que ça peut me donner, pour la suite et pour la prochaine et comment je peux, progresser après aussi donc ouais, je peux déjà imaginer bien, mais je pense que ça, c'est partie de la jeu parce que de temps, c'est dur et c'est compliqué de gérer le projet et aussi, je me trouve, j'avais d'habitude d'être avec une équipe, naviguer sur les équipes. C'est la première fois, c'est la retour de les Saporta cette année, c'était la première fois que j'ai fait une course, en En solitaire. solo? Il y a en solo. Euh, donc, je commence, c'est vraiment un nouveau truc pour moi et je me trouve, il y a des moments difficiles quand tu essaies de gérer le projet et balancer
ton entraînement physique, préparation mentale, gérer le bateau et tout ça. Donc, c'est nécessaire d'imaginer les moments, les objectifs et les moments incroyables si tu veux continuer. Continuer et pas te laisser, voilà, pour les par envahir par les moments les plus difficiles. Oui, exactement. Ouais, donc je me trouve ça très important. Je pense pour beaucoup de sportifs, cette idée d'imaginer des choses, c'est ouais, Positive. Mmh. ouais. Bon, eh bien, on sera, évidemment là pour voir ce départ. C'est tout ce qu'on te souhaite, bien sûr, d'être au départ de cette route du Rhum et de faire une belle route du Rhum comme tu l'imagines. En tout cas, aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir, partagé, ton temps et ton histoire avec nous, Pam, Bah, merci beaucoup. et à bientôt sur l'eau et sur les pontons. Ouais, carrément. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipenshaft.com. À bientôt.